Alors, donc, le dernier point que je veux maintenant expliquer, le dernier point, c'est une très bonne idée de s'habiller en noir quand on fait cours avec de la craie. Bien, alors donc, c'est de revenir à... Et là, je vais écrire maintenant les choses sous forme divergence parce qu'on se ramène au cas sous forme divergence lorsqu'on est non sous forme divergence. Donc, je vais regarder le moins DU, je vais écrire moins DI de AIJU moins BI DIU égale à 0. Je vais toujours prendre A égale 1,5 de sigma, sigma transposé. Et je veux surtout m'intéresser maintenant au cas où U en T égale à 0 est dans L1. Bon. Oui, attendez. Attends, d'abord, j'écris bien DJU. Ensuite, oui, je t'écoute. Oui. Oui. Oui, alors ça, j'ai... donc, en fait, c'est la réécriture que j'ai indiquée la semaine dernière. Quelle était-elle? Donc, merci pour la question. Donc, l'opérateur sous forme divergence. Donc, grosso modo, tout ce que j'ai fait montre que si on régularise le problème, toutes les régularisations convergent vers la même chose. Ça c'est fait. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on peut donner un sens intrinsèque à l'équation? Et la réponse est oui, mais il faut effectivement écrire moins AIJ DJU, moins DI de AIJ DJU. Là, ce terme-là, il n'y a pas de problème parce que c'est un sigma J, sigma I, sigma J DJU, et que j'ai dit que ça, c'était dans L2. Donc celui-là, il n'y a pas de souci. Ensuite, il y a l'autre terme qui est bon, qui est 1,5 de divergence de sigma, sigma transposé gradient U, qui est bon parce que ça, c'est dans L2, et sigma transposé et gradient U dans L2. Et ensuite, j'ai le mauvais terme, et en fait, le mauvais terme, pour le maîtriser, je mets un 1 ici. Et donc là, ce que je vais mettre ici, c'est que je vais écrire un 1,5 de bêta J DJU. Là, je prends des risques, où bêta J est égal à sigma I, virgule, raté, sigma J, virgule I, sigma I, avec moins sigma I, virgule I, sigma J. OK? Et donc, celui-là, il pose un problème. En revanche, ce que l'on a vu la semaine dernière, c'est que pour avoir l'unicité, on calcule la divergence de bêta. La divergence de bêta, c'est trace de d sigma carré moins divergence de sigma carré. Okay? Et là, je fais des bornes. J'ai supposé des bornes sur ces expressions. Donc, la moralité, c'est que pour donner un sens à cette équation, ce dernier terme, je lui donne le sens de divergence de bêta U moins 1,5 de divergence de bêta U. Donc, voilà la manière dont on peut écrire l'opérateur dans le cadre du théorème. Donc, on l'écrit sous forme divergence. Le bon terme est le terme de commutation qui a un sens parce que c'est précisément des hypothèses. Divergence sigma est supposée dans L infini, trace de d sigma carré est bornée, etc., etc. Voilà, donc voilà pour répondre précisément à ta question. Hein. Non, il suffit de dire que c'est un U est dans L infini. Il faut dire que c'est intégrable, c'est tout. D'accord. Mais il faut éviter des masses, des mesures singulières, puisque comme c'est majoré par-dessus, c'est une mesure. Donc une borne L1 ne coûte rien. Il faut dire que c'est intégrable. Je n'ai pas droit à, dans trace de d sigma carré, à avoir une mesure
qui n'ait pas de densité par rapport à la mesure de Lebesgue. Bon, c'est vrai que j'ai un peu passé ça sous silence parce que c'est quand même ultra technique. Bien. Donc l'argument est effectivement nécessiterait d'être précisé. Donc la difficulté des bornes L1, et c'est même vrai dans des cas uniformément elliptiques, c'est que lorsqu'on a des champs de vecteurs du premier ordre, ben les bornes L1, ça ne marche pas très bien. Alors, rappelez-vous, dans le cas uniformément elliptique, oui, alors, les bornes L2 que l'on a obtenues sous un certain nombre d'hypothèses et dans le cadre sous forme divergence, il n'y a pas d'hypothèse parce que c'est une simple intégration par partie, formellement, étaient du style que l'intégrale de U puissance P se majore, ou la norme LP, se majore avec, par exemple, P égale 2, mais l'an dernier, on avait vu que P égale 2, ou n'importe quel P strictement plus grand que 1, c'est la même chose, se majore par un E puissance avec une constante qui dépend de P, fois la norme U0 dans LP. Donc ça, c'est OK avec des hypothèses sur B que je ne rappellerai pas tout de suite. En revanche, une estimation comme ceci pour P égale 1, ce que j'ai expliqué l'an dernier, c'est que ceci est vrai si et seulement si la divergence de B est majorée. C'est peut-être moins la divergence de B, excusez-moi, intègre B, IDU, j'intègre par partie, donc c'est moins divergence de B. Ce qui est une hypothèse que l'on ne veut pas faire. Enfin, on peut la faire, mais c'est pas très intéressant. Alors évidemment, si on a un morceau qui est à divergence dont la minorée, cette partie-là ne va pas poser de problème dans les arguments. En revanche, ce que l'on avait vu toujours pour P égale 1, c'est que dans le cas uniformément elliptique, c'était vrai si en dimension, on va simplifier, supérieur ou égal à 3 en dimension 2, il y a des choses un peu bizarroïdes, la dimension 1 est très particulière. C'est que pour D supérieur ou égal à 3, c'était vrai si B est dans LD1. Donc espace de Lorentz avec deuxième exposant égal à 1. Et on avait vu donc LD ne marche pas. LD plus epsilon marche. Et si on mesure très finement dans l'échelle des espaces de Lorentz, il faut P égale à 1. Dès qu'on prend LDP avec un P strictement plus grand que 1, ça ne marche pas. Il n'y a pas de borne L1. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a comme borne L1? On a que U, le sup, pour les T compris entre 0 et grand T, de U de T en norme L1 est majoré par une constante qui dépend de grand T fois U0 dans L1. C'est-à-dire qu'on a une majoration, mais qui n'est pas une majoration exponentielle. On n'a pas de décollage de la borne L1 à partir de 1. Éventuellement, il y a un phénomène de décollage sur les enveloppes. Ça ne veut pas dire solution par solution, la norme L1, lorsqu'on va mettre les hypothèses où ça marche, effectivement, la norme de U de T dans L1 converge vers U0 dans L1, mais ça ne se passe pas uniformément par rapport à U0 dans L1. Donc là, vous voyez que c'est le décollage, enfin l'accroissement possible quand T est égal à 0, ça vaut 1. Et donc vous voyez que lorsque U0 est borné, ça vous dit quelque chose sur la manière dont la norme L1 croît uniformément sur une boule de U0 dans L1. Là, ça reste borné.
la continuité en t égale à 0 n'est pas uniforme par rapport à la condition initiale, alors que ici, elle l'est. Donc, et ça, en fait, c'est lié à l'absence de il n'existe pas de fonction de Green même dans des situations comme ceci. Donc un Dirac, brutalement, il n'y a pas de sens de solution dans des cas associés à... Enfin bon, je ne veux pas rentrer trop dans les détails. Alors, la démonstration peut s'adapter au cas, ce que j'avais appelé le cas hypoelliptique. Donc, ce que j'avais appelé le cas uniformément elliptique, c'est de dire je peux trouver une constante K vue dans L2 telle que ceci soit donc le cas uniformément elliptique précédent, c'est le cas K égale D. Et je vous avais expliqué d'ailleurs que si on a une estimation comme ceci, alors nécessairement on sait récupérer le deuxième exposant de Lorentz ici, 2. Donc uniformément elliptique, c'est K égale à D, c'est l'inégalité de Sobolev. Dans des cas hypoelliptiques, c'est comme si on avait une dimension effective beaucoup plus grande, enfin éventuellement plus grande, K supérieur ou égal à D. Et le cas dégénéré, où on ne gagne rien, c'est K égale l'infini, parce que formellement K égale l'infini, c'est L2. Mais la borne L2, on l'a. Donc on ne gagne rien. Donc l'idée, c'est que la diffusion, dans le cas uniformément elliptique, va lisser suffisamment la solution pour vous donner une meilleure intégrabilité de U. Dans le cas uniformément elliptique, on diffuse absolument partout. Dans des cas hypoelliptiques, on diffuse moins bien, on diffuse moins bien, mais on diffuse un peu partout, ce qui fait qu'on gagne quelque chose, mais pas autant, puisque quand K grandit, cet exposant diminue, mais on ne gagne pas autant de régularité. Et dans le cas totalement dégénéré, c'est comme si on avait une dimension effective qui est infinie, et là, on ne gagne plus rien. Alors, le type de démonstration qui a été mise en place dans le cas uniformément elliptique s'étend dans le cas hypoelliptique avec un B qui est dans LK1 pour la dimension effective. C'est assez naturel. Mais dans le cas dégénéré où on n'a pas d'amélioration de la régularité, c'est-à-dire formellement K égale l'infini, L infini 1, ça ne veut rien dire. Ça n'existe pas. Pour L1 et l'infini, il n'y a pas d'espace de Lorentz, c'est à L1 et à l'infini, point. Donc déjà, si on ne fait pas le distinguo, et en plus, la démonstration s'effondre, dimension infinie, qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas écrire d'équation en dimension infinie. Donc là, on peut comparer avec des Laplaciens en dimension plus grande. Enfin bon, il y a des techniques qui existent dans lesquelles que je ne veux pas détailler ici. Et donc, méthodologiquement, soit on fait cette hypothèse très forte, on a une borne exponentielle sans rien dire, sans rien faire, soit on se dit qu'est-ce qu'il faut supposer sur B pour que ça marche. D'ailleurs, quand je dis B dans LK1, pardonnez-moi, ça sera un peu plus compliqué que ça. En fait, c'est une erreur, c'est de dire que B est égal, BI est égal à sigma I alpha θ alpha, où θ alpha est dans LK1. C'est-à-dire que le champ de vecteur est orienté dans la direction de sigma. Bon, on va le voir dans le cas dégénéré. Dans le cas uniformément elliptique, évidemment, comme sigma est surjectif, sigma transposé étant une matrice définie positive, ça entraîne que sigma est surjectif, on a toujours un θ.
Grosso modo, sigma, c'est la racine carrée de la matrice symétrique A qui est définie positive, et donc B ou θ ont exactement la même régularité. Donc ça, c'est bien K égale à D, le cas uniformément elliptique. Donc la question maintenant qui subsiste, c'est de se dire, si je ne veux pas faire cette hypothèse-là, et puis après je peux découper mon B pour qu'il y ait d'une part un morceau dont la divergence soit minorée et un morceau comme je vais le faire, c'est de dire qu'est-ce qui se passe si je suppose, ce qui probabilistiquement a tout à fait un sens, puisque ça correspond à la transformation de Gersanov. Donc, lorsque j'écris quelque chose comme ceci, avec un θ alpha dans L infini, y a-t-il une estimation L1 ? Y a-t-il une estimation L1, pas exponentielle, on ne peut pas l'espérer, mais une estimation L1 du style, de la forme que je viens de rappeler, de cette forme-là. Après, il y a plus de choses à dire, mais on va se contenter de regarder ceci. Alors, comme je l'avais fait dans le cadre uniformément elliptique, il peut être plus facile ou plus naturel de regarder ce qui se passe par dualité. Et donc, par dualité, ceci est d'une certaine manière équivalent à obtenir des estimations a priori pour dv sur dt moins dAij de AIJ dJv. Et maintenant, l'opérateur moins BI DIU, ça devient plus divergence de BV égale à 0, avec un V0 qui est dans L infini, un V en T égale à 0. Normalement, par dualité, il y aurait un moins dV sur dt et puis une valeur finale. Je change le sens du temps. Je fais donc un argument qui consisterait à multiplier cette équation par V de grand T moins petit t. Mais bon, à un changement du sens du temps près, ceci est la même chose, et je prends V0 dans L infini. Bon, par le principe du maximum, je peux aussi bien supposer que U0 est positif, en décomposant en partie positive, partie négative, ou que V0 est positif ou nul. Il n'y a aucune perte. Et la question, c'est pourquoi V est-il majoré partout, presque partout, par un set grand T? En faisant cette hypothèse-là sur B. Alors donc, on est dans un cadre d'équations sous forme divergence. D'ailleurs, même dans des cadres uniformément elliptiques, même si on ne se sert pas de résultats assez lourds sur les équations paraboliques, obtenir directement une majoration dans L infini n'est pas simple. Et je vais expliquer ça dans un instant. Parce que si vous regardez des équations elliptiques, paraboliques, et que vous voulez démontrer une estimation à l'infini, évidemment, le principe du maximum brutal ne s'applique pas parce qu'il faudrait avoir une majoration de la divergence de B. On retombe sur les conditions. Donc, on va se servir de méthodes intégrales par multiplicateur. Et typiquement, la méthode des puissances, je crois que c'est il y a fort longtemps, c'est Jürgen Moser qui avait introduit cette méthode-là, consiste à multiplier V positif. La raison pour laquelle je prends positif, c'est que je vais prendre des puissances de V et je n'ai pas envie de faire attention aux signes des puissances et des choses comme ceci. Donc, c'est de multiplier par V puissance P et de dire, et d'intégrer par partie. Donc, si je multiplie l'équation par V puissance P, le premier terme, c'est D sur dt de l'intégrale de Vp plus 1. Le deuxième terme, c'est l'intégrale de sigma transposé gradient V carré avec un 1,5, et comme je dérive, il y a un P sur 2, V à la puissance P moins 1. OK ? Et enfin, le dernier terme,
me donne l'intégrale de BV, P, il y a un P devant, gradient V, VP moins 1, c'est-à-dire VP. Si maintenant je me sers de l'hypothèse sur B en sigma transposé en fois θ, eh bien vous voyez que ceci c'est l'intégrale de P, VP, sigma transposé gradient V fois θ. Et donc, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie de se servir de Cauchy-Schwarz. Donc, de majorer ça par P sur 2, l'intégrale de sigma transposé gradient V carré, Vp moins 1, plus θ à l'infini au carré sur 2, toujours un P devant. Et ce que je récupère ici, c'est l'intégrale de Vp plus 1. Bah oui, hein, il faut que la somme des puissances, P-1 pour P+1, ça fasse 2P, après tous les carrés y sont. Et puis il y a un P qui est en facteur de tout, et puis j'ai mis 1,5, 1,5. Donc ce terme-là, ça a été fait pour. Et la moralité, c'est que je récupère que l'intégrale de V puissance P plus 1 est égale à l'exponentielle de PPP plus 1 sur 2 fois θ dans L infini au carré fois la condition initiale. Donc je vais très vite, mais c'est l'inégalité de Gromval. Et ce sur quoi je veux insister, ça c'est une constante, le 1,5, on s'en fout. On a la norme LP plus 1, donc on sait majorer toutes les normes LP, et ce que l'on aimerait, c'est faire tendre P vers l'infini pour récupérer une estimation à l'infini. C'est ça la méthode des puissances de Jürgen Moser pour les équations elliptiques. Si θ est égal à 0, c'est-à-dire si on a une équation parabolique, ça marche, parce qu'ici, on a 1, et lorsque je prends la puissance 1 sur P plus 1, c'est-à-dire que je gomme le P plus 1 qui est ici et le 1 sur P plus 1, si j'ai 1, j'ai une borne uniforme de la norme de LP plus 1, je fais tendre P vers l'infini, j'ai une estimation et l'infini. Mais lorsqu'on a cette forme très particulière, avec une divergence, un terme d'ordre 0, il me reste un P, j'ai du P carré, et donc ça ne marche pas. Et d'ailleurs, même dans le cas uniformément elliptique, ça ne marche pas. C'est-à-dire, on pourrait se dire, il y a des choses là, si je m'en sers, est-ce que je vais récupérer? La réponse est non. Ces multiplicateurs, la méthode de puissance de Moser ne peut pas marcher, parce qu'en fait, si elle marchait, on aurait une estimation exponentielle, et ça, on a besoin d'une divergence. Donc, il y a une obstruction fondamentale. Alors, dans le cas sous forme divergence, ce résultat est vrai, mais on va servir de toute l'artillerie lourde de la régularité pour les équations paraboliques. Et dans le cours l'an dernier, je me servais de la solution fondamentale, j'écrivais une équation intégrale et je bornais finement l'équation intégrale. Donc, on se sert vraiment de beaucoup plus de la structure de l'équation. Mais si je veux aborder des cas dégénérés, je n'ai plus du tout ça, j'y ai plus droit. Et la méthode des monts s'effondre. Donc, qu'est-ce que je vais faire? En même temps, on se doute bien que le résultat est vrai. Bon, alors on regarde des exemples en radial pour avoir les singularités, ça marche, je vous passe. Donc, une fois qu'on est relativement convaincu que c'est vrai, on se dit qu'il faut faire autre chose. En même temps, dans des équations comme ceci, on se dit qu'il doit y avoir des multiplicateurs. Simplement, le multiplicateur de Moser ne fonctionne pas. Est-ce qu'il y a d'autres multiplicateurs? Et la réponse est oui. Donc ça, c'est une observation que je vais maintenant vous expliquer, qui consiste à dire que, paradoxalement, au lieu de multiplier par V puissance P, on va multiplier par quelque chose qui ressemble à log de V à la puissance P.
et on va essayer de comprendre pourquoi cela. Oui, alors j'ai le temps. Donc, multiplication par log de V puissance P. Je m'intéresse à des situations où V est grande. Donc, tout ce qui est, je vais oublier la singularité à 0. Après, je vous expliquerai comment on corrige les singularités du log en 0. Il y a des termes supplémentaires d'ordre inférieur, donc on ne va pas se préoccuper de ça. Grosso modo, pensez que partout, V est supérieur ou égal à 2 et on n'a pas de souci. De toute façon, c'est quand V est grand qu'on a du souci. Alors, quel est l'intérêt de multiplier par log V puissance P? C'est que ça paraît idiot de multiplier de prendre des multiplicateurs logarithmiques alors qu'on veut avoir une borne à l'infini. On a envie de prendre des choses qui grossissent vite lorsque V est grand. En fait, l'intérêt fondamental, cela va être que lorsque je prends la primitive, je ne perds pas de P. En effet, lorsque je multiplie par log V puissance P, j'ai d sur dt de l'intégrale de 0 à V de S log S, non, le 0, je l'oublie, de log S à la puissance P, ds, hein, et on intègre ceci. J'ai la primitive. Après, il faudra voir que les autres termes sont bons. Et ça, comment ça se comporte? Alors, P étant une puissance quelconque, je ne pense pas que ceci soit exactement calculable. Il doit y avoir des fonctions spéciales qui vous disent comment ça se comporte. En tout cas, le plus important, c'est de voir tout de suite comment ça se comporte. C'est que ceci, je peux certainement... Donc, je ne m'intéresse qu'à des S qui sont supérieurs ou égal à 2. Tout est positif, pas de souci. C'est supérieur à l'intégrale entre V sur 2 à V. Donc, ça, c'est une minoration de la primitive, de S log S à la puissance P. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis un S, il n'y a pas de S. Je multiplie par log S puissance P. Bien. ds, et là, je mets du log de V sur 2P, parce que log est croissant. Et donc, la primitive, et ça, c'est du V sur 2, log de V sur 2 puissance P. Et donc, la primitive, log de V moins log de 2, ça, on s'en fout, V est grand. Donc, log de 2, on élimine. Après, il va falloir tenir compte de toutes ces constantes. Mais je récupère que la primitive, elle se comporte comme V log P. V log V à la puissance P. Et je n'ai pas de 1 sur P plus 1. Et ça va faire la différence, parce que là, on va pouvoir faire tant de P vers l'infini. Alors, donc ça, c'est la raison pour laquelle on fait ça. Donc, maintenant, on reprend la démonstration précédente, à nouveau en se disant V est partout supérieur à 18, et on s'en moque complètement des petites valeurs de V. Les petites valeurs de V, on les mettra dans le membre de droite et on aura des majorations comme il faut. Donc, moralité, on a d sur dt de l'intégrale d'un certain phi p de V, où phi p se comporte comme une certaine constante fois S log S à la puissance P. En fait, on a une minoration en S sur 2 log de SP et on a une majoration en S puissance P log SP. Donc ça se comporte de la même manière. Bien. Ensuite, on regarde les autres termes. Plus, j'ai un P parce que je dérive le log. Je vais avoir un sigma transposé gradient V carré. J'ai un log de V à la puissance P moins 1 comme précédemment et je divise par V parce que je dérive le log V. Même genre de calcul que tout à l'heure. Hein. En fait, j'aurais pu écrire l'équation satisfaite par log V hein, et dire que c'est celle-là que je vais gérer par la méthode de Moser. Mais ça transforme le problème linéaire en problème non linéaire. Donc, ça paraît encore plus fou que de faire ça.
Alors, donc, lorsque j'en suis là, donc, on se souvient que ce que cela fait apparaître, c'est un θ. Donc, je vais assez rapidement, pour ne pas refaire le même calcul, mettre, il y a une constante qui est la norme à l'infini de θ, inférieure à C0. J'ai un P, parce que je dérive log V. J'ai un sigma transposé gradient V. J'ai un log V puissance P-1 parce que j'ai dérivé. OK. Et je n'ai rien d'autre parce que vous avez un V qui est dans le BV et puis j'ai un 1 sur V qui est la dérivée du gradient log V. Donc ça disparaît. Donc tout y est là. Bah, maintenant, il y a un demi. Ça n'a vraiment aucune importance. Donc maintenant, qu'est-ce que j'en déduis? Bah, je fais le même truc que tout à l'heure, c'est-à-dire que je mets un P sur 2 sigma transposé gradient V carré. Log de V à la puissance, bah là j'ai P-1, je le garde, je divise par V. Je récupère ici un C0 carré sur 2, j'ai un P. J'ai un log de V à la puissance P-1 parce qu'il est partout. Et puis, c'est comme si j'avais mis un 1 sur racine de V de chaque côté, donc je dois mettre ici un V. Si j'ai 1 sur V, j'ai du V là. Ce terme-là s'en va, ce terme-là s'en va. Et là, brutalement, l'horizon, c'est clair, parce que ça se comporte comme du V log V puissance P. Je récupère une majoration de type Gronval avec du log V puissance même P-1. J'ai gagné un log fois du V. Donc ça, certainement, si V est supérieur ou égal à 2, ceci se majore par une constante fois l'intégrale de log V à la puissance P fois V. P-1 est plus petit que P. Et de l'autre côté, c'est comme si j'avais du V log V puissance P. Et donc, j'en déduis que l'intégrale de V log V à la puissance P dx se majore par E puissance C P T, la condition initiale, plus éventuellement d'autres termes qui proviennent de tous les termes que j'ai jetés en disant V est supérieur à 18. Donc il faut les gérer, parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait des P carrés qui sortent dans les termes supplémentaires, mais ça j'en dirai juste un mot juste un peu après. Mais donc voilà la structure que l'on voit apparaître. Et maintenant, je peux prendre la puissance 1 sur P, lorsque je fais ça et majorer ça par E puissance grand T, de toute façon, j'aurai beaucoup d'autres termes qui apparaissent avec des exponentielles d'exponentielles. Et ici, quand j'ai mis ici un P ici, E puissance 1 sur P, bah, ça, vous pouvez le majorer brutalement par V0 et l'infini à la puissance 1 sur P, ça tend vers 1, log de V0 en norme à l'infini. Et ça, quand P tend vers l'infini, ça tend, le V disparaît, et qu'est-ce qu'il vous reste? Il vous reste log de V, L infini, c'est-à-dire en fait le log, comme c'est une fonction croissante, et que V est positif, log de la norme V dans L infini. Et donc, vous voyez que vous obtenez maintenant une majoration de V dans L infini, du style sup sur 0 grand T, de V en norme L infini, est majoré par une certaine constante, fois V0 dans L infini. Et cette constante, c'est grosso modo du E puissance de E puissance CT. Hein. Si vous regardez ce qui se passe, la manière dont ça décolle en 0,
c'est à cause du log du e puissance et à cause de Gromval du e puissance de ct. Donc c'est bien une majoration, mais pas une majoration qui tend vers 1. Quand t tend vers 0, par dualité, ça serait une majoration L1. Alors, donc là, j'ai mis de côté tout un tas de scories liées à des comportements au jaune, ou V et borné. Je vais en dire un mot dans un instant, mais je voulais expliquer cette méthode de multiplicateur qui n'est pas naturelle. Hein. Je le répète, obtenir des estimations à l'infini et passer par du log, ce n'est pas naturel. On n'a pas envie forcément de faire ça. En revanche, ça marche vachement bien parce que l'échelle des logs, des puissances de log, dans les puissances, ne crée pas de 1 sur P. Donc là, à nouveau, je vous raconte quelque chose qui est beaucoup plus simple, techniquement, hein, ce n'est pas une démonstration complexe, mais je ne peux pas dire que je comprenne vraiment, là non plus, parce que, à nouveau, ce n'est pas une opération naturelle de prendre ces multiplicateurs-là. Alors, il y a des raisons profondes pour lesquelles on se dit qu'il doit y avoir des multiplicateurs. Cette raison est que si on invoque des arguments que je n'ai absolument pas le temps d'invoquer, qui sont des techniques dites de symétrisation et de comparaison de solutions par symétrisation, en faisant très soigneusement les choses, on voit qu'on peut obtenir des estimations à l'infini par des techniques de symétrisation, de manière très compliquée, et je ne veux pas rentrer là-dedans. Et les techniques de symétrisation, c'est en fait une manière détournée de borner la fonction de distribution de V. La fonction de distribution de V, c'est la même chose, enfin borner la fonction de distribution de V, ce sont des multiplicateurs particuliers, puisque la fonction de distribution de V, c'est prendre la mesure de V supérieur ou égal à R. D'accord? En d'autres termes, c'est l'intégrale de V supérieur ou égal à R. Donc c'est bien une multiplication très particulière, un multiplicateur bien particulier. La seule chose, c'est que lorsque l'on fait ceci et qu'on prend des techniques de symétrisation, on ne se sert pas d'une famille de multiplicateurs, mais d'un continu de multiplicateurs, et on écrit des équations différentielles par rapport à la hauteur du multiplicateur. Donc c'est une technique beaucoup plus lourde. Mais néanmoins, on se dit qu'il y a quand même des multiplicateurs qui fonctionnent. Donc, il faut trouver le bon. Donc ça, c'est ce que je savais ou ce que j'avais compris, et je m'étais dit, il doit y avoir un bon multiplicateur. Après, les puissances, ça ne marche pas, vous essayez des logs. Qu'est-ce qu'il y a comme... Vous essayez les exponentielles, pardon, ça marche encore moins que les puissances, et puis vous essayez les logs, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et là, ça marche. Ce n'est pas vraiment une explication profonde. Voilà, alors, donc, maintenant, un dernier point pour corriger. Corriger ceci, et là, évidemment, c'est le point final au cours de l'an dernier et à cette partie du cours de cette année, sur les équations paraboliques, ça suffit. Donc maintenant, comment corriger cet argument, l'argument précédent? Au lieu de multiplier par log, on va multiplier par log de 1 plus V. Est-ce que ça suffit? Ça, je vais mettre 2 plus V pour être sûr d'avoir des choses positives partout. Non, 1 plus V, ça suffit. Et puis, on va gérer tous les termes, tous les termes qui apparaissent en trop. Donc, je mets de côté l'intégrale, la minoration de l'intégrale, mais la minoration de l'intégrale, le phi p de v, avec les mêmes notations, est supérieur à quoi? Il est supérieur à v sur 2 log de 1 plus v sur 2 à la puissance p. Donc, ça, vous le gardez essentiellement. Ensuite, lorsque dans le calcul, je faisais apparaître un sigma transposé gradient V, un log de 1 plus V à la puissance P-1
ben, vous avez du V divisé par 1 plus V. Bon, le V ne s'élimine pas, mais il est divisé par 1 plus V, qui est de toute façon plus petit que 1, donc ça, c'est pas gênant. Donc, ça marche. Et à la fin des fins, ce que vous récupérez, c'est un d sur dt. J'espère ne pas oublier trop de termes, je vais vite. De ce nouveau phi p de v, c'est-à-dire de la primitive de log de 1 plus v, entre 0 et v maintenant. Je vais réécrire ce que c'est phi p de v. Bien. Donc d sur dt de l'intégrale de phi p de v. Donc qu'est-ce que l'on récupère? On va récupérer un cp fois l'intégrale de log de 1 plus v à la puissance p moins 1. Oui. Et là, au lieu d'avoir du v, comme il y a des partout des 1 plus v, j'ai du 1 plus v. Voilà. Bon, ben alors maintenant, vous avez une information sur phi p de v, vous avez un second membre comme ça. Donc vous voyez déjà que ici, vous aimeriez avoir du v, mais le 1, il n'est pas vraiment gênant. Hein, parce qu'il y a deux cas de figure. Ou bien on est dans une zone où v est supérieur ou égal à 1, auquel cas le 1 plus v est majoré par 2v, ou bien v est inférieur ou égal à 1. D'accord? Mais si v est inférieur ou égal à 1, ce que vous obtenez ici, tout ceci, ça se majore par une certaine constante à la puissance p. Et donc le résultat des courses, c'est qu'à la fin, si vous vous permettez ceci, bien, vous allez avoir les majorations précédentes plus un c, j'ai pris la puissance 1 sur p, à p à la puissance... Donc le p, il n'est pas vraiment gênant ici, ça, on s'en moque, mais le tout à la puissance 1 sur p. Bon, ben, vous voyez ce qui se passe, le p à la puissance 1 sur p est négligeable, c'est celui-là qui est le plus dangereux, et ça vous donne une constante. Donc tous les termes supplémentaires, on peut les majorer par des a puissance p, et lorsqu'on prendra la puissance 1 sur p du tout, ben, on obtiendra des constantes. Donc, juste sur un petit exemple, voilà pourquoi les termes supplémentaires qui apparaissent, liés à des petites valeurs de v, ne sont pas gênants. Donc là, je suis allé très très vite, parce qu'il est pratiquement l'heure. Donc ceci conclut la partie du cours consacrée aux équations paraboliques. Après l'interruption, j'attaquerai tous les thèmes ayant trait à l'homogénéisation. Quand cette astuce, même si vous n'êtes pas intéressé par les équations paraboliques, ben, c'est bon de garder en tête qu'on peut avoir d'autres multiplicateurs que les multiplicateurs classiques dans les équations paraboliques. On ne sait jamais. Garder ça en tête, ça peut servir. Sur ce, à très bientôt dans une date indéterminée. Séminaire dans un petit instant. Hein.